Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores et cette 16e édition du menu crowdfunding. Avec cette semaine, un petit retour des projets. On a de nouveaux projets un peu plus intéressants après une période un peu plus, disons, légère. Donc, c'est parti pour ce 16e épisode déjà, avec, comme d'habitude, les 4 parties, hein, les projets annulés. Vous commencez à connaître un petit peu le concept, les projets annulés, ensuite le suivi des projets précédemment présentés, puis les petites mentions honorables parmi les nouveaux projets, et enfin les nouveaux projets un peu plus conséquents, un peu plus intéressants selon moi. Et comme d'habitude, on va d'abord faire un petit point sur la chaîne. La voici, la voilà. Donc les Ludovores, aujourd'hui 149 abonnés, on est presque à 150. On a presque pris donc les 50 abonnés supplémentaires en l'espace de 2 semaines, donc on est sur un rythme de croisière assez sympa. Donc j'attends les 200, les 300, les 400, peut-être même les 500 d'ici la fin de l'année si on est un petit peu optimiste. On verra bien ce qu'il en est. En tout cas, je suis aussi assez content que l'émission, enfin la nouvelle émission Sur le pouce semble avoir attiré pas mal de personnes. 121 vues, j'en entendais pas autant pour une nouvelle série, donc c'est plutôt sympatoche. Sur ce, on va commencer directement avec les projets annulés. Et le premier projet annulé, qui est d'ailleurs le seul cette semaine, il s'agit de Dino Dodge, qui a été donc annulé après avoir atteint la moitié, plus ou moins, un peu plus de la moitié, de son seuil de financement. On les reverra certainement dans quelques mois, peut-être, à voir, pour ce petit jeu familial, sans grande prétention de toute manière. Voilà, c'était le seul. Sur ce, on passe directement au suivi des projets. Et présenté il y a 3 semaines de ça, Legend Academy aura réussi à attirer près de 2500 contributeurs à l'heure où je vous parle, 2485 pour être exact, à 3 jours de la fin de la campagne. Comme à l'accoutumée, je vous renvoie vers la vidéo il y a 3 semaines pour avoir un peu plus de détails sur le jeu, son gameplay, etc. On va juste faire, comme pour tous les gros projets, un petit tour du côté des stretch goals. Alors oui, voilà, c'est ce que je me demandais justement. On avait un vote concernant un nouveau personnage jouable qui était soumis à un vote. Le vote a eu lieu et il s'agira donc bel et bien de Sherlock qui tenait de toute façon la première place la semaine passée quand on a regardé. Donc vous pourrez donc éventuellement jouer Sherlock Holmes en tant que 5e personnage jouable. Donc ça, c'est plutôt agréable. On a visiblement presque débloqué également un mode campagne avec apparemment un mode campagne sur 8 parties, qui s'étale sur 8 parties. Donc ça, c'est assez sympa aussi. C'est quelque chose qui n'existait pas encore la semaine passée, hein. Il n'est pas encore tout à fait débloqué, il faudra encore quelques backers supplémentaires. Et donc ce sera l'opportunité sur le même nombre de joueurs, hein, un même groupe de joueurs, de poursuivre un mode campagne sur 8 parties différentes pour voir à la fin qui l'emportera. Sachant qu'apparemment, c'est également jouable en solo. D'accord, une campagne en solo, pourquoi pas? Ça pourrait être sympa, à voir la qualité de l'automate, en fait. Ça dépendra essentiellement de ça. Donc voilà pour ce qui est de Legend Academy, un jeu assez intriguant, assez intéressant, qui a l'air quand même assez enthousiasmant. Si on s'en tient un petit peu aux critiques des différents vidéastes, notamment du côté anglophone, on en a assez peu du côté francophone malheureusement. Un jeu qui est assez intriguant, mais qui part sur des mécanismes qui peuvent également être assez casse-gueule si c'est mal fait. Mais au vu des critiques qu'on a pu en voir jusqu'à maintenant, ça risque d'être fort intéressant malgré tout. En tout cas, ça a convaincu 2500 personnes à 3 jours de la fin de la campagne. En serez-vous, oui ou non? Vous me le direz éventuellement dans les commentaires. 275 contributeurs la semaine passée, 357 cette semaine pour Reapers, ce petit jeu de pli nécromancien, à 4 jours de la fin de la campagne, sachant qu'il a été lancé la semaine dernière, donc une campagne très très courte, mais ce qui s'explique également par une quantité très très limitée de copies, à savoir 500 copies. Voilà, 500 copies uniquement sur cette campagne pour ce petit jeu de pli avec quelques mécanismes assez novateurs dans cette catégorie. Je vous renvoie vers la vidéo de la semaine dernière pour en savoir un petit peu plus. Reapers à 4 jours de la fin de la campagne. Pas de version française, ceci. Présenté il y a 3 semaines, Plant-Based Riot était environ à 230 contributeurs, si je me souviens bien, la semaine dernière.
253 cette semaine, donc ça évolue petit à petit. De toute façon, l'objectif de financement a été atteint, donc pas de problème. Si vous en êtes, vous recevrez votre jeu a priori, hein, pour ce petit jeu d'affrontement, de confrontation de 2 à 5 joueurs, assez familial pour des parties relativement courtes, hein, environ 20 minutes, où vous vous foutrez sur la tronche avec des légumes. Donc voilà pour ce qui est de Plant Based Ride, j'ai déjà passé un peu trop de temps sur ce projet, présenté il y a 3 semaines pour ceux qui s'y intéressent. Là aussi, présenté il y a 3 semaines, gros projet, c'était d'ailleurs le coup de cœur de l'émission d'il y a 3 semaines. Il s'agit donc de Aridia, The Path We Dare Tread. 7250 la semaine dernière et plus 750 pour atteindre les 8082, presque 8100 à 4 jours de la fin pour ce projet immensément ambitieux de RPG à monde ouvert avec des personnages dont vous pourrez choisir le type, le visage également, faire évoluer au fur et à mesure de votre aventure, où vous parcourrez différents territoires, différents lieux, localisations. Bref, un open world comme on les aime généralement sur console, sur PC par exemple, mais là sur plateau en fait, sur table. Et il a l'air vraiment de tenir toutes ses promesses à ce niveau-là. À vous de voir si ça vous intéresse. La semaine dernière, au niveau des stretch goals, on était arrivé à peu près ici. Oui, c'est ça, la Replica Squill. Les faits avaient été présentés, mais pas encore débloqués, ce qui est le cas désormais. Vous pourrez jouer les faits. On a également débloqué des cutscenes apparemment. Des cutscenes qui sont là essentiellement pour améliorer le sentiment d'immersion dans l'histoire et qui interviendront de temps à autre dans votre aventure. On a également débloqué apparemment une soundtrack, donc une piste audio avec 5 thèmes différents, donc 5 pistes différentes pour les villages, pour le Overworld, je ne vais pas trop chercher à savoir ce que c'était, pour les combats de boss également, et une piste de mystère pour, encore une fois, augmenter ce sentiment d'immersion. On a également débloqué des nouveaux personnages, à savoir les Slin, qui ont l'air d'être des personnages un peu, comment dirais-je, reptiliens. Et c'est à peu près tout pour l'instant. Est-ce que ce serait le dernier? Je ne sais pas pour l'instant. En tout cas, il n'est pas encore débloqué, hein. C'est le next goal, donc le prochain stretch goal à débloquer à 1 100 000 $, ce qui devrait être atteint oui, assez prochainement, hein. Il reste 4 jours, donc on devrait assez facilement dépasser ce 1 100 000, peut-être atteindre d'autres stretch goals d'ici la fin. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, c'est vrai que c'est un jeu que j'aimerais beaucoup essayer, mais de là à le baquer, je suis pas, j'ai remarqué que je ne suis pas un grand fan des jeux en campagne et j'en back jamais en fait. J'aime bien les essayer, quand c'est la copie de quelqu'un d'autre, par exemple de Xavier, qui aime bien ce type de jeu également, mais j'ai tendance à pas les baquer. J'ai peur de ne pas les sortir assez souvent ou d'oublier d'une partie à l'autre ce qu'on a fait, etc. Donc, c'est pas trop mon fort, même si j'aime bien essayer pour voir ce que ça donne. Ce qui est le cas, encore une fois, de Aridia. 8083 contributeurs à 4 jours de la fin. Dépêchez-vous si vous voulez en être. Présenté il y a 2 semaines celui-ci, Route 66, donc Route 66, The Mother Road, était à 250 contributeurs la semaine passée, 290 environ. Une petite campagne pour Eagle Griffin Games, ce qui est assez étonnant parce que c'est quand même les éditeurs habituels de Vital Lacerda, entre autres, hein, qui font des gros projets avec des jolis scores. Mais là, visiblement, c'est un projet passion qui vient reproduire, enfin, comment dirais-je, réagencer, peaufiner un petit peu certains jeux, un petit peu anciens pour certains d'entre eux, qui datent parfois des années 80-90, toujours autour du thème de la Route 66, donc avec 6 jeux dans cette campagne que vous pourrez éventuellement acquérir, 6 jeux avec une durée de partie relativement courte en règle générale, des jeux de voyage typiquement, comme le thème qui va avec, évidemment. Donc 4 jours pour éventuellement mettre la main dessus, mais pas de version française pour le moment. On passe directement à Lands of Galzyr, donc nouveau détour via GameFound. Lands of Galzyr, lui aussi, avait débarqué sur GameFound en même temps que Legends Academy. Il était la semaine dernière à 1700 contributeurs, désormais 1860, donc ça suit son rythme sans faire un score énormissime. Je rappelle que c'est un jeu qui nous provient de l'auteur de La Vallée des Marchands, entre autres, qui reprend le même univers avec ces petits animaux anthropomorphes, avec une version française qui plus est, mais dans un gameplay tout à fait différent, parce que là encore, il s'agit d'un jeu de campagne
très narratif dans un open world avec un mécanisme de sauvegarde. Donc toujours un univers toujours aussi joli, toujours aussi chatoyant avec ces petits animaux qu'on a l'habitude de voir dans la vallée des marchands. Mais c'est vrai qu'il est confronté à d'autres jeux d'aventure en ce moment, le premier étant éventuellement bien sûr Aridia dont je viens de parler il y a quelques instants. Et du coup, peut-être qu'il souffre un petit peu de cette concurrence, ce qui peut partiellement expliquer ce score relativement faible, même si c'est quand même plutôt bon. Hein. 1160, n'exagérons rien, c'est quand même un bon score, d'autant plus sur GameFound, qui est une plateforme assez récente qui n'attire pas encore autant de monde que Kickstarter ne peut le faire. Donc, 5 jours avant la fin de la campagne, 1860 backers, petit détour du côté quand même des stretch goals. On aura bientôt des nouvelles histoires à débloquer, d'accord. Bientôt une nouvelle histoire d'introduction, peut-être en début de campagne éventuellement. Sinon, rien de très très nouveau par rapport à la dernière fois. Alors juste peut-être Daimeria Trivia, de quoi s'agit-il? D'accord, apparemment il s'agit juste d'un petit storybook avec un questionnaire sur le monde des Animal Folks, donc comment pourrait-on dire ça? Des habitants de ce monde en fait, qui sont des animaux, mais des animaux humanoïdes si je puis dire. Voilà, rien de très très nouveau sous le soleil du côté de Lands of Galzyr, malgré une jolie campagne quand même. On passe à Titans of Eden, présenté lui aussi il y a 3 semaines, petit jeu de deck building dont je ne vais pas parler beaucoup puisqu'il n'est pas financé et qu'on est à 5 jours de la fin, donc il n'y a quasiment aucune chance que le jeu atteigne ce seuil de financement de 45 000 dollars à 5 jours de la fin. Quasiment impossible, donc on ne va pas trop en parler. Petit jeu de deck building assez classique, bon, pas vilain mais pas magnifique, comme il y en a quand même énormément sur le marché. Donc c'est difficile de se faire une place, d'autant plus quand vous dénigrez un petit peu les petits copains. Bref. Allez, on passe au suivant. Le suivant, c'est Dustbiters, présenté il y a 3 semaines, lui aussi. Dustbiters était à 1605 contributeurs la semaine passée, 1864, articulons un peu quand on parle. Pour ce petit jeu qui a surpris un peu tout le monde, hein, un score assez impressionnant pour une première campagne d'une compagnie tout à fait inconnue au bataillon, qui nous vient de Hollande qui plus est, avec cette petite ambiance à la Mad Max, qui rappellera en termes de gameplay un tout petit peu Oriflamme, avec des effets qui seront fonction de placement de la carte dans une file de véhicules ayant chacun leur effet particulier et unique, avec à la fin de chaque tour une tempête de sable qui vient bousiller le dernier véhicule de la ligne. Voilà pour ce qui est de Dustbiters. 5 jours de la fin, 1864, on devrait atteindre assez facilement les 2000-2200 contributeurs d'ici la fin de la campagne, ce qui est assez énorme pour un petit éditeur sorti de nulle part. Donc bravo à eux. A Kindly World, le projet le plus vieux de l'émission d'aujourd'hui, puisqu'il a été présenté il y a 4 semaines de ça. Petit projet japonais qui bénéficiera d'une version anglaise et d'une version française. Donc, si vous êtes fan de petits jeux japonais très, comment dirais-je, j'allais dire simplistes, mais pas simplistes, mais disons simples, accessibles, c'est éventuellement l'occasion d'en acquérir un de plus, avec un univers très unique, comme vous pouvez le voir, en termes de direction artistique. On était la semaine dernière à 295 contributeurs, on a atteint les 317 cette semaine, à 5 jours de la fin, donc on devrait peut-être atteindre les 350. Ce ne sera pas un projet que vous trouverez ailleurs, hein, il ne sera certainement jamais en magasin, en tout cas au-delà des frontières nippones. Donc à vous de voir si le jeu vous tente. J'en ai parlé un petit peu plus en détail, il y a donc 4 semaines de ça déjà. Flamecraft, le projet coup de cœur d'il y a 2 semaines, a atteint 18 506 contributeurs. Très 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 joli score pour Cardboard Alchemy, dont c'est le 3e projet, mais uniquement le 2e jeu. Donc énorme succès. On était à 14 500 environ la semaine passée, donc plus 4000. Pour ce petit jeu de pose d'ouvrier, pose de dragon, avec beaucoup de variabilité, de modularité selon les magasins que vous allez accoler au village. Un matériel vraiment magnifique, des illustrations superbes. Ça séduit énormément de gens visiblement. Et d'ailleurs, ça se voit au niveau des langues. On en débloque de nouvelles chaque semaine. Le français est bien entendu de la partie également, mais également le japonais. Même si, quitte à le prendre, je prendrais peut-être plutôt l'anglais ou le français. J'ai tendance récemment à prendre plus souvent les versions anglaises pour pouvoir jouer avec plus de monde, puisque étant moi-même à l'étranger, il y a plus de facilité à jouer en anglais. Hein, ça permet de jouer avec plus de personnes, même si
Je pourrais être tenté de le prendre en français ou même en japonais pour essayer d'attirer un petit peu ma femme dans le monde du jeu de société, parce qu'elle est assez récalcitrante à ce niveau-là. Pour ce qui est des stretch goals, allons y faire un tour. Alors, et oui, la page est énorme. Allez, je vais y aller comme ça un peu plus rapidement. Voilà, alors on avait débloqué la semaine dernière le million qui nous avait ouvert les portes du mode solo, une nouvelle peluche en add-on, éventuellement, ce que je ne considère pas comme un stretch goal à part entière, parce que c'est un add-on. Le dragon de l'illustratrice, c'est très dur à dire, l'illustratrice du jeu, hein, Sandara Tang. On a cette semaine débloqué les tokens en forme de cœur. Aucun intérêt, parce qu'il y avait déjà des tokens ronds qui faisaient très bien l'affaire. Et moi, de toute façon, j'ai pris l'édition Flamekeeper, donc l'édition Deluxe, avec des tokens plus, comment dire, réalistes, entre guillemets. Ensuite, on a débloqué aussi les meeples en forme de dragon avec le sales screen dessus, donc comment dirais-je, l'illustration par-dessus le meeple pour plus d'immersion. On a également débloqué aujourd'hui même le Mystic Pool, qui est donc une nouvelle carte de magasin. Également, on commence depuis quelques heures à débloquer des nouveaux stretch goals qui sont en fait des magasins de départ alternatifs, différents de ceux qui étaient proposés jusqu'à présent. Donc un peu plus de rejouabilité, et ceux-ci seront apparemment, pour l'instant en tout cas, exclusifs à Kickstarter, même si l'éditeur a précisé que ça pourrait être sujet à modification à la fin de la campagne. À voir. Voilà pour Flamecraft, énorme succès, à qui il reste 6 jours de campagne. Alors j'ai dit à qui, alors que j'aurais dû dire auquel, excusez-moi, pour 18 505 contributeurs à l'heure actuelle. Et j'en suis bien évidemment pour l'édition Deluxe, parce que c'est juste trop joli. Et qu'en plus, la pose d'ouvrier, j'aime beaucoup. Allez, on passe au projet suivant. Présenté il y a 3 semaines de ça, Chili Mafia est un jeu d'ambiance qui a fait un plus 80 contributeurs depuis la semaine dernière pour atteindre 525 contributeurs à un peu moins d'une semaine de la fin de la campagne. Donc petit jeu d'ambiance qui rappellera un petit peu des jeux comme Exploding Kittens ou Unstable Unicorns pour 20 à 40 minutes de 2 à 8 joueurs. Un jeu très très coloré, assez simple, assez accessible, comme tous les jeux d'ambiance de ce type. Vous pouvez l'imaginer évidemment. Et puis assez accessible également, puisqu'il vous en coûtera 25 $, plus éventuellement 14 autres dollars si vous voulez une petite extension supplémentaire intitulée Goodfellas. Voilà pour ce qui est de Chili Mafia. Si vous êtes assez fan des jeux d'ambiance, ça pourrait éventuellement vous plaire. Donc, comme vous pouvez le voir également, il n'y a pas de texte sur les cartes, si ce n'est le titre de la carte. Donc, même si vous n'êtes pas trop anglophone, ça devrait pouvoir passer quand même. Vous trouverez certainement sur BGG une version française des règles, même si c'est éventuellement fan-made et pas officiel. Voilà pour Chili Mafia à 6 jours de la fin de la campagne. On continue avec Criminal Capers, la trilogie, la nouvelle trilogie en tout cas, de Rainer Knizia, l'un des auteurs les plus prolifiques du monde du jeu de société, qui nous a fait un petit 40 supplémentaire depuis la semaine dernière pour atteindre le 400 tout rond à 6 jours de la fin de la campagne pour 3 petits jeux assez courts, assez familiaux, assez accessibles également. Certainement pas les plus inoubliables du bon docteur Knizia. Mais bon, si vous êtes fan de cet auteur et que vous aimez les jeux rapides, accessibles, ça pourrait éventuellement faire l'affaire. 3 jeux au gameplay légèrement différent, même si ça reprend assez souvent des mécaniques similaires. Si vous voulez plus de détails, je vous en renvoie vers la vidéo d'il y a 2 semaines, donc, si je ne me trompe pas. Oui, 2 semaines, c'est bien ça. Voilà pour Criminal Capers Collection, 400 contributeurs à 6 jours de la fin de la campagne. 840 contributeurs la semaine passée, 988 cette semaine pour Wicked and Wise, présenté il y a 2 semaines, là encore. Donc je vous renvoie vers la vidéo en question pour plus de détails pour ce petit jeu de plis asymétrique où l'un d'entre vous va incarner une petite souris et l'autre un dragon, la souris modifiant les règles de plis et le dragon cherchant à les faire pour son équipe. Donc de la symétrie dans des jeux de plis, c'est plutôt intéressant sur le papier, à voir si ça pourrait vous tenter. Petit jeu de 2 à 6 joueurs, 2 joueurs pour un jeu de pli en équipe, ça vous oblige à incarner et la souris et le dragon, ce qui n'est pas forcément plus intéressant. Je dirais plutôt 4 à 6 joueurs, c'est idéalement 4 à 6 joueurs plutôt. Pour des parties de 45 à 75 minutes, donc assez long pour un jeu de pli quand même, pour 8 ans et plus, même si la mécanique d'asymétrie pourrait me laisser penser que 10 ans est un peu plus préférable que 8. Mais bon,
Donc, on devrait dépasser assez largement les 1000 contributeurs pour une compagnie assez méconnue, hein, Weird Giraffe Games. Donc, joli succès, en partie expliqué aussi par cette assez jolie direction artistique. Voilà pour ce qui est de Wicked and Wise, à 6 jours de la fin de la campagne. Le prochain projet, il s'agit de Artifacts, projet belge présenté la semaine dernière pour ceux qui voudraient aller voir la vidéo. 230 contributeurs la semaine passée, 242 cette semaine. Ça sent un peu le sapin. Et pourtant, c'est fort dommage, parce que comme j'ai pu vous le présenter la semaine dernière, c'est un jeu extrêmement lourd, extrêmement modulable, avec une grande profondeur de jeu et de mécanismes, mais qui n'a pas su attirer les foules. 242, c'est pas si mal pour une première campagne de Fabulous Factory, pour un premier projet de l'auteur qui plus est. Mais le truc, c'est que pour un premier projet issu d'un primo-porteur, un ticket d'entrée à 99 euros, si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça. Plus 60 euros supplémentaires si vous voulez le all-in. C'est assez difficile d'attirer du monde, même si je pense que la majorité des critiques que j'ai pu en voir pour l'instant s'accordent tout à dire qu'il s'agit d'un jeu unique, vraiment particulier, vraiment bien foutu, extrêmement modulable et du coup assez comment dire, accessible en fait, même s'il paraît très très lourd, il peut l'être, mais il peut l'être beaucoup moins si vous choisissez au début de votre aventure sur Artifacts, votre première partie, d'ajouter assez peu de modules. Vous pourrez jouer à un jeu assez rapide pour 45 minutes par exemple, ou au fur et à mesure des modules que vous ajouterez, au fur et à mesure des parties, allez taper jusqu'à 4 heures, 5 heures peut-être même, selon les joueurs et selon comment dirais-je, la paralysie analytique qui peut en frapper certains d'entre vous. Donc voilà pour ce qui est de Artifacts, qui devrait maintenant entrer dans le dur, puisque là on a passé la première semaine, on entre vraiment dans le ventre mou de la campagne, on n'est même pas à 50%. Ça risque d'être un peu compliqué pour atteindre ce financement de 80 000 euros, ce qui est c'est même très ambitieux d'atteindre 80 000 euros pour une première campagne, même si ça se justifie par la quantité et la qualité du matériel et du jeu qui l'accompagne. Mais Artefacts, on risque quand même à terme de le retrouver parmi les campagnes annulées ou en échec, s'il n'y a pas un gros coup de fouet qui s'opère dans les prochains jours en tout cas. Mais parfois, annuler une campagne n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que ça permet de revenir plus fort en ayant présenté une campagne plus attrayante ou en ayant revu certaines choses peut-être. À voir. Mais je leur souhaite bien du courage pour les jours à venir et j'espère vraiment qu'ils me contrediront. Voilà pour ce qui est de Artifacts, à 11 jours de la fin de la campagne. Et on part dans le Texas, dans le Grand Ouest américain, avec 760 contributeurs la semaine dernière et 803 cette semaine. Doomtown Weird West Edition. Alors, il s'agit d'un jeu assez ancien, des années 90, puis 2014, une réédition, puis une nouvelle qui paraîtra donc, a priori, l'année dernière avec cette campagne, sur un jeu qui se base sur du poker et de la construction de villages avec une direction artistique, comme vous pouvez le voir, assez médiocre, pas forcément hideuse, mais assez médiocre tout de même. Mais qui propose, en plus des mécaniques de jeu des précédentes éditions, différentes nouvelles factions, mais également un coop, du 2 contre 1 également. Donc voilà, si vous êtes amateur de western éventuellement, du Grand Ouest américain de la fin du 19e siècle, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant pour vous. Si vous êtes amateur de poker également, pourquoi pas. Voilà pour Doomtown, il vous reste un peu plus d'une semaine, presque 2 semaines même, et on devrait assez largement passer les 1000 contributeurs. Hamas, présenté il y a 2 semaines, a fait un petit plus 20 pour atteindre 208 contributeurs et passer les 50% de financement, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière, pour ce petit jeu de... Alors ça mêle plusieurs types de mécanismes, mais il y a un petit peu de placement d'ouvriers, un petit peu de mouvement secret, un petit peu de stratégie, de gestion de ressources également, sur un plateau qui, moi je l'avais déjà dit un petit peu la semaine passée et il y a 2 semaines, me pique un petit peu les yeux. J'ai toujours l'impression de perdre un point de vue à chaque fois que je regarde la campagne, mais je le fais pour vous, le sens du sacrifice. Allez, je ne vous en dis pas plus, vous pourrez aller voir la vidéo d'il y a 2 semaines, mais j'en dis pas beaucoup plus non plus parce que le projet m'attire assez peu pour être tout à fait honnête. Mais il reste 2 semaines, donc vous aurez encore le temps de vous y intéresser, mais de toute façon, il n'y a pas encore de version française. Mais bon, si vous êtes fan de pose d'ouvrier et de pixel art, pourquoi pas, éventuellement. Mais il ne faut pas être allergique au fluo.
Petit détour du côté de Ulule, la plateforme française avec l'Anista, le jeu de société historique dans lequel vous allez incarner en fait un Lanista, un entraîneur de gladiateurs, et vous allez organiser des combats, recruter des nouveaux gladiateurs, etc., etc. Bon, toujours assez peu de véritables détails de gameplay, toujours pas de règles à disposition, j'ai l'impression, ce qui est quand même assez dommage de ne quand même pas avoir les règles au moins à disposition pendant la campagne, à moins que je sois passé trop vite dessus. Mais en tout cas, un thème assez intriguant, assez intéressant, qui est plutôt populaire auprès de nombreux joueurs, en version full français, puisque c'est un projet exclusivement français, euh, avec une direction artistique assez jolie. Et puis en plus, ça nous vient du studio Acta, qui est lui-même un studio qui est en fait spécialiste d'histoire. Euh, voilà, c'est une spécialité d'archéologie expérimentale du sport, très très pointue, un domaine dont on entend assez peu parler en règle générale. Et donc, ils se sont basés sur toutes ces connaissances historiques pour pouvoir nous pondre l'Anista, ce petit jeu de gladiateurs, ou plutôt d'entraîneurs de gladiateurs. 187 contributions à l'heure actuelle sur 2 semaines de campagne restantes. Présenté là encore il y a 2 semaines, Adversity n'a toujours pas convaincu les contributeurs. On était à 91 la semaine passée, 99, on n'a même pas encore atteint la centaine aujourd'hui. Et bon, comme je l'ai dit la semaine dernière, on devrait théoriquement les voir dans la liste des jeux annulés, mais pour l'instant, ils tiennent bon pour ce que ça peut valoir de tenir bon dans cet état, puisqu'on est actuellement à quoi, 10%? Oui, c'est ça, un peu plus de 10% du financement. Ça financera pas. Ça financera pas quoi qu'il arrive. Pourtant, c'était un jeu relativement intéressant sur le papier, un petit peu rappelant Miniville en termes de concept, de mécanisme, mais avec quelques petits ajouts intéressants sur les tempêtes, les désastres climatiques et naturels qui pourraient venir perturber vos projets de construction de villes. Mais visiblement, ça n'a pas attiré tant de monde que ça. Dommage pour Adversity, on les retrouvera peut-être dans quelques semaines, mais bon, que dis-je, ce n'est pas encore annulé, on n'est pas à l'abri d'un miracle après tout. À voir, mais j'y crois pas. Et voilà, le très très joli coup de cœur de la semaine dernière, Wild Serengeti, avec dans les commentaires de la vidéo de la semaine dernière, Anthony qui est venu nous narguer avec sa copie du prototype à la maison. Et du coup, c'était également l'occasion de nous faire un retour sur expérience. Donc, je vous encourage à aller regarder la vidéo de la semaine dernière pour plus de détails sur le jeu, mais également pour aller voir un petit peu le commentaire d'Anthony qui nous parle de son expérience de jeu qui avait l'air relativement satisfaisante. Je pense qu'il avait l'air d'être assez enjoué par sa partie, en tout cas ses parties peut-être de Wild Serengeti, ce petit jeu où vous allez incarner un documentariste qui a la charge de concevoir un documentaire animalier sur la faune du Serengeti, du célèbre parc du Serengeti, avec un mécanisme de puzzle spatial vraiment bien pensé, des objectifs de fin de partie, etc. Donc c'est vraiment, vraiment très, très sympa, avec un petit rocher qui rappelle un peu le Roi Lion, mais également l'arbre de Everdell. Donc, quelques inspirations bien senties. Et puis, des meeples d'animaux uniques, vraiment très, très jolis. Rien que pour ça, et pour la mécanique de puzzle spatial, j'ai vraiment très, très envie de me laisser tenter. Mais bon, c'est pas si cher que ça en plus. D'autant plus que sachez également que le jeu qui coûte 52 $ durant la campagne est disponible via le décalé, hein, qui fait des pledges de groupe pour permettre aux backers français ou peut-être même belges d'ailleurs d'obtenir des ristournes sur les jeux Kickstarter. Donc, allez vous intéresser éventuellement au décalé, donc décalé en 2 mots, pour avoir une offre un peu plus intéressante plutôt que de pledger par vous-même éventuellement. Ça pourrait être une option plus intéressante. Mais en tout cas, Wild Serengeti a été un vrai petit coup de cœur pour moi, même si je ne sais pas encore si j'en serai, mais j'aimerais beaucoup, très honnêtement. Donc voilà, on est à 3 semaines de la fin de la campagne, 1789 contributeurs, la révolution. Et on est largement, largement financé, hein, presque le quadruple du seuil de financement, qui était ceci dit assez bas. Donc très très joli succès pour Wild Serengeti qui devrait assez facilement atteindre les 3000, je pense, d'ici la fin de la campagne. On passe à un projet un petit peu moins sexy. Enfin, un petit peu moins sexy, bah, tout dépend de vos goûts, hein, mais bon, il s'agit de Pretty Princess Pomelo,
présenté la semaine dernière. Un petit jeu qui vous rappellera un petit peu dans l'ambiance, dans l'atmosphère, des œuvres telles que Cardcaptor Sakura, comme... oh, je perds à chaque fois mes mots parce que je connais pas ces mangas, moi, merde. Des œuvres comme Cardcaptor Sakura, comme Sailor Moon ou comme Pretty Cure, donc tous ces mangas japonais avec ces petites héroïnes très très mignonnes, collégiennes, lycéennes, mais qui se transforment par le pouvoir de je ne sais trop quoi, et qui viennent défendre l'amitié et l'amour dans le monde. Donc voilà, un petit jeu avec un petit peu d'asymétrie, certes, avec donc plusieurs petites personnages du côté du bien évidemment, et du côté du mal, les vilains, les méchants, qui sont eux aussi relativement mignons, soit dit en passant. Donc voilà, un jeu qui, bah, comme je l'imaginais, n'a pas attiré tant de monde que ça, hein, mais bon, 69, pas de commentaires, à 21 jours de la campagne. Ceci dit, 69 pour eux, c'est financé, puisqu'ils avaient financé, enfin, ils avaient fixé, pardon, un seuil de financement à 1000 dollars canadiens. J'ai jamais vu un seuil de financement aussi faible, ce qui fait que de toute façon, à 30, 35 contributeurs, ils étaient déjà financés. Je ne sais pas comment ils arriveront à rentrer dans leurs frais avec si peu de backers. Mais bon, voilà, pour ceux d'entre vous qui sont éventuellement fans de l'univers de Sailor Moon et compagnie, pourquoi pas, ça peut être fun, ça peut être une blague, un cadeau blague, je ne sais pas, à voir. Donc pour ceux qui veulent plus de détails, allez voir la semaine dernière, mais j'en parle pas beaucoup plus en détail. On continue tout de suite avec Motif, ce petit jeu abstrait. Lui aussi présenté la semaine dernière, il était environ à 30 contributeurs, 128 cette semaine, mais la semaine dernière, il avait été présenté un jour seulement après l'apparition sur Kickstarter, donc c'est normal qu'il avait un chiffre à l'époque assez, enfin qu'il ait un chiffre assez faible la semaine dernière. 128, ceci dit, c'est pas beaucoup plus, mais c'est un jeu qui nous vient de Leonardo Luz, donc c'est le premier projet. En plus, c'est un jeu abstrait, donc ça attire un petit peu moins, sur Kickstarter en tout cas, que les jeux à thématique. Mais comme j'ai pu le présenter la semaine dernière, jeu assez intéressant. Je vous renvoie vers vers la vidéo de la semaine dernière pour plus de détails. Mais c'est un jeu, pour ceux d'entre vous qui aimaient les jeux abstraits, est susceptible de vous séduire. Moi, j'aime bien le concept. J'avoue que je joue assez peu à des jeux abstraits. On n'en possède pas trop dans notre groupe de joueurs. Mais celui-là est assez sympa, assez tentant. Bon, là, ils ont choisi une illustration d'une version peut-être prototypale, je ne sais pas. Mais si vous choisissez la version un peu plus deluxe, qui vous coûtera, je crois, vers les 50 € si je me souviens bien. Voilà, 50 dollars, pardon. Elle est beaucoup plus classe. Le plateau est déjà monté, les pièces sont beaucoup plus jolies, beaucoup plus esthétiques. Et ça a l'air d'être vraiment bien pensé. Il s'agit en fait de prendre contrôle de plus de cases possibles à la fin de la partie. Dès que vous posez un de vos jetons sur une case, ça change la couleur de la case en question. Enfin, il faudra tourner ces petites tuiles que vous voyez. Il y a trois faces, une blanche, une dorée, une noire. Et à la fin de la partie, celui qui possède le plus de cases l'emporte. Voilà. À chaque fois, ça fera un motif différent, bien évidemment. Donc voilà, petit jeu abstrait qui est assez sympa. Donc je ne le prendrai pas parce que je ne suis pas spécialement gros fan des jeux abstraits, même si j'aimerais bien le tenter, l'essayer. À voir si ça vous tente. 128 contributeurs, ça devrait assez facilement financer d'ici les 3 semaines et demie qui restent à la campagne. Et sur ces bonnes paroles, on entre désormais dans les nouveaux projets de la semaine et on va commencer par les mentions honorables parmi les nouveaux projets de la semaine. Le premier petit projet de ces mentions honorables, il s'agit de Uh-Oh, le jeu à une carte. Et ouais, ça nous vient de Cosmodoc, que vous connaissez peut-être un petit peu si vous furetez sur les communautés francophones de ludistes, puisque c'est un auteur de jeux français, ou tout du moins francophone, apparemment de Nantes, qui nous revient aujourd'hui avec Uh-Oh, qui est un jeu une carte, d'ambiance, bien évidemment, pour des parties très très courtes, hein, de 5 minutes maximum, 6 ans et plus, pour 3 joueurs et plus, mais bon, plus on faut plus on rit, hein. C'est plus à 5-6, ça me semble être le meilleur nombre de joueurs éventuellement pour jouer à ça. Alors, il se trouve que j'ai regardé la vidéo, ils nous disent qu'en fait, mieux vaut montrer une partie pour rendre ça plus facile à comprendre. J'ai regardé la vidéo et j'ai rien piné. J'ai pas pigé un broc de ce qui se passait. Donc bon, je dois avoir un QI à 2 chiffres avec une virgule entre les deux, je sais pas trop. Donc je suis allé voir un petit peu les règles en dessous qui sont effectivement très très simples, mais qui n'étaient pas explicitées dans la vidéo en fait. Mais bon, c'est très très simple. Mais ceci dit, un jeu d'une seule carte avec des règles aussi simples, est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter un jeu pour ça? On prend une carte de n'importe quelle sorte et
en fait, il s'agit en fait de faire un petit pari sous la table avec ses mains, donc de 0 à 5 doigts, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et à partir de là, on va faire bouger la carte d'un joueur à un autre. Et à la fin, bah, ça pète. Bon, c'est un petit jeu très très familial, d'ambiance, d'apéro éventuellement, avec un ou deux verres, ça peut être marrant comme tout. Mais bon, ça va être un peu difficile d'attirer beaucoup de monde sur un concept qui peut se faire à la maison sans aucun matériel, si ce n'est une carte de jeu quelconque. Donc bon, après, c'est soutenir un créateur d'un jeu extrêmement simple, certes, mais pour 3 €, pourquoi pas, après tout. Après, là, il parle de golden tickets. Donc, est-ce qu'il y aurait une sorte de stretch goal quelconque sur un jeu d'une carte? Je vois pas très bien comment ça pourrait se présenter. Euh, j'ai pas l'impression. Il y a peut-être quelques commentaires assez marrants. Commentaires de Jeff Bezos ou de Einstein, ouais. Bon, c'est assez marrant. Mais au-delà de ça, bon, ouais, les traductions, là encore, il faut traduire l'espace de dealing, c'est pas très compliqué, donc c'est cool, ça de ce point de vue-là. Mais ouais, j'ai pas vu de mention des golden tickets, donc bon, je sais pas de quoi il s'agit. Bref, il reste 11 jours à cette petite campagne francophone, franco-française. Euh, Petit jeu d'ambiance, très familial, très simple d'accès, très accessible. Si vous aimez ce genre de jeu-là, pourquoi pas, même si vous pouvez y jouer théoriquement sans matériel supplémentaire que ce qu'il y a certainement déjà chez vous. Voilà pour Uh-Oh. On continue avec Super Truffle Pigs. Alors, Super Truffle Pigs, il s'agit d'un jeu qui nous vient de Bicycle, et c'est la première fois que je vois ça. Bicycle, c'est le très célèbre créateur de cartes à jouer, hein, les célèbres cartes donc, avec les 1, 2, 3, 4, 5, les valets, les dames, les rois, etc. Et qui nous sort un vrai jeu. Je ne sais pas s'ils en ont déjà fait par le passé, s'ils se lancent dans le jeu de société. Apparemment, en tout cas, sur Kickstarter, c'est leur premier projet, mais donc c'est la célèbre entreprise de cartes à jouer depuis déjà 150 ans. C'est un peu la référence du jeu de cartes. Donc, ils se lancent apparemment, en tout cas, sur les jeux de société, avec donc ce Super Truffle Pigs, donc les super cochons truffiers, avec 267 contributeurs à 14 jours de la fin de la campagne. Ce petit jeu qui vous propose d'incarner des petits cochons qui vont chercher des truffes, mais il faudra faire attention aux loups. Ceci dit, ces super cochons, comme vous pouvez le voir, Super Pigs, donc, ont des pouvoirs qui leur permettent éventuellement de tabasser du loup, en fait, ou de les envoyer sur une tuile d'autres cochons pour aller les embêter, les empêcher de récolter des truffes plus rapidement qu'eux. Et en fait, c'est une course à la truffe. Voilà, donc en fait, il faudra bénéficier de certains des petits pouvoirs que vous pouvez voir ici pour éventuellement vous débarrasser des loups qui sont en train de s'approcher de vous, qui vous bloquent le chemin vers une truffe, etc. Donc, un petit design très sympathique, très abordable, je pense. On nous dit ici 14 ans et plus, mais c'est très simplement parce que le matériel est susceptible d'être ingéré par des enfants, etc. Mais c'est très clairement un 8 ans, voire 10 ans et plus, pas plus que ça, à mon avis, pour des parties de 2 à 4 joueurs, 45 minutes. Jeu qui a gagné également le Iron Award, donc comment dirais-je, un concours de conception de jeux de société qui a eu lieu en 2020, hein, qui est un concours annuel qui a lieu aux États-Unis. Alors, est-ce qu'il a gagné en partie parce que c'est un jeu de Bicycle, ou est-ce que ce n'était pas encore le cas à l'époque et c'est Bicycle qui s'est jeté dessus pour faire un premier succès parmi les jeux de société? Je ne sais pas. Aucune idée. Mais si vous êtes à la recherche d'un autre jeu euh, familial, mais un tant soit peu stratégique, avec ses petits pouvoirs et puis ces petites figurines de loups et de cochons qui sont très bien représentées, très colorées, très chiadées, ma foi, pourquoi pas, ça a l'air d'être assez marrant et un peu plus stratégique qu'on ne pourrait le penser au premier abord, avec ces petits pouvoirs de cochon assez fun. Voilà. Petit pledge à 35 $ pour une copie de base plus les stretch goals, où vous pourrez investir 10 $ de plus pour obtenir un jeu de cartes de base, mais à l'effigie de Super Truffle Pigs. Donc ça peut être marrant aussi. Voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est des pledges. Après, c'est beaucoup de groupes pledge, de pledge de retailers, donc de magasins, etc. Donc rien de très intéressant pour vous a priori. Donc 45, 35, à vous de choisir. Il y a aussi éventuellement 55 $ ou 50 $ pour avoir une micro-extension, donc des tuiles supplémentaires représentant l'automne et le printemps,
et également l'option de recevoir le jeu 2 mois plus tôt que les autres éventuellement. Donc voilà, pour ce petit jeu qui ne paye pas de mine comme ça au premier abord, mais qui peut être assez marrant si vous êtes fan de jeux familiaux et très accessible, sachant qu'il est actuellement disponible sur Tabletop Simulator et Tabletopia. Par contre, il me semble que la version française n'est pas encore disponible. Le sera-t-elle ou pas? À voir, il y a assez peu de texte, si ce n'est sur les cartes de pouvoir. Ça devrait être assez facile à traduire. Je ne sais pas si ça le sera ou non. À voir, il reste 2 semaines pour en savoir plus. Voilà pour Super Truffle Pigs. Le prochain projet, il s'agit de Dr. Fins 2022. Donc, en fait, il s'agit de 4 petits jeux produits par Dr. Finn, qui est un habitué des Kickstarter avec son 27e projet actuellement. Il produit généralement de petits jeux assez bien référencés sur Board Game Geek, assez bien notés, des jeux assez légers, assez accessibles, mais relativement bien pensés apparemment, si j'en crois les commentaires. Des scores qui dépassent rarement les 600, 700 contributeurs environ. Donc voilà, il nous sort souvent une fois par an une collection de 3, 4, 5 nouveaux jeux. C'est le cas aujourd'hui avec The Feds, Alpujarras, Little Flower Shop, Dice Game, c'est une version Dice Game d'un jeu qu'ils avaient déjà sorti, et Fisheries of Gloucester. Donc 4 jeux différents en termes d'ambiance et de mécanique. On va faire un petit tour rapidement, mais je ne présente pas ça en détail. Alpujarras qui va rappeler un tout petit peu dans les mécaniques ce que pouvait faire Tokaido par exemple, ou Parks également. Vous allez vous déplacer sur cette piste d'action, donc à chaque fois que vous atterrissez sur la piste de votre choix, vous aurez l'action qui s'y réfère, et celui qui est le plus à l'arrière de ce parcours jouera au prochain tour. Donc ça rappelle un petit peu de ce point de vue-là Parks, et vous pourrez éventuellement donc aller placer des fermiers, récolter des choses, irriguer un champ, etc. Donc petit jeu de 1 à 4 joueurs, 45 minutes, 14 ans et plus. Fisheries of Gloucester, pareil, on est sur du jeu à 2 personnes par contre, en duel pour 30 minutes environ, où là il s'agit d'aller envoyer des bateaux de pêche pour choisir le meilleur, meilleur spot en termes de pêche. Et celui qui récoltera le plus de poissons, qui rentrera à bon port, etc., gagnera des points, donc rien de très folichon. Ensuite, The Feds, avec une direction artistique un peu plus sympathique, je trouve une thématique un peu plus intéressante à mes yeux, où on va essayer de coffrer des bandits avec les forces des fédéraux américains, donc le FBI, etc. Pour 2 à 4 joueurs, 30 minutes, 14 ans et plus, où il va s'agir en fait de contrôle de territoire, pas vraiment un poste d'ouvrier, mais ça s'en rapproche un petit peu, où il faudra intervenir sur des lieux de cambriolage, de crimes en tout genre. Et puis finalement, The Little Flower Shop Dice Game, la version jeu de dés d'un jeu qu'ils avaient précédemment sorti, qui est certainement l'un de leurs plus gros succès actuellement, où cette fois-ci, il faudra donc jeter des dés et faire correspondre à certaines fleurs ou certains vases présents sur le plateau. Voilà, si vous le voulez, vous pouvez acheter un jeu ou plusieurs. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les jeux d'un coup. Je vais juste voir un petit coup les pledges en question. On est à 90 $ pour avoir tous les 4 jeux. Bon, ça fait quoi, même pas 20 $. Ouais, ça fait un peu plus de 20 $ le jeu, plus les cartes promo, etc. Mais je crois qu'ils avaient dit qu'on pourrait également acheter un ou plusieurs jeux. Voilà, c'est ça. Choose your game level. Donc, vous pourrez avoir Alpolaras pour 32, The Feds pour 24, Little Flower Shop Dice 24, Fisheries of Gloucester 22, et puis éventuellement une gamme complémentaire qui s'appelle Dr. Finn's Express Games, donc des jeux plus compacts, plus rapides, pour 20 $. Donc, effectivement, c'est un peu plus rentable de prendre la collection en entier, mais à vous de voir si ça vous tente. Pas de version française actuellement. Donc, 246 contributeurs à 17 jours de la fin pour Dr. Finn's. On continue avec Backyard Chickens. On fait un petit tour cette semaine du côté de la basse-cour entre Backyard Chickens et Super Truffle Pigs, alors qu'il y a 2-3 semaines de ça, on était plutôt sur les plantes et légumes avec Feuding Foodies ou celui dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai déjà oublié le titre d'ailleurs. Bon, là, on est du côté des poules, visiblement. Les poules du jardin, hein, c'est très clairement le titre, enfin les poulets du jardin, où il va falloir apparemment comment dirais-je, élever le plus bel élevage de poules et de poulets du quartier, en fait.
Il s'agit là d'un petit jeu à 35 $ pour 2 à 5 joueurs, des parties de 30 minutes à 60 minutes, donc quand même pas si court que ça, et pour des joueurs de 8 ans et plus, donc un jeu relativement familial. Mais que va-t-on donc faire dans ce jeu, me direz-vous? Eh bien, il s'agit essentiellement d'un jeu de set collection, bien comme vous pouvez l'imaginer, puisqu'il s'agit d'avoir le plus bel élevage de poules. Eh bien, dans ce petit jeu, vous allez simplement, tour après tour, aller, entre guillemets «recruter», acheter, acquérir de nouvelles poules qu'il faudra éventuellement nourrir, à qui il faudra donner de l'eau et cetera pour qu'elles puissent, vivre, confortablement, et puis éventuellement pondre des œufs, machin, machin. Et puis vous aurez également, à chaque début de tour, des cartes d'événements qui viendront un peu, comment dirais-je? Remettre, en question le déroulement de la partie. Par exemple, un renard qui s'infiltre dans, votre élevage de poules, qui vous fera perdre des œufs et cetera. Donc à chaque tour, des cartes d'événements qui viendront que perturber, le fil de la partie. Et puis également des cartes de «ressources» entre guillemets, pour faciliter la vie de vos poules. Voilà, un matériel assez simpliste, comme vous pouvez le voir, rien de transcendant en termes, de direction artistique ou de qualité de matériel. Mais bon, petit jeu familial pour, 35 €. Les retours sont plutôt positifs, même si la DA est quand même vraiment pas terrible, soyons tout à fait honnêtes. Mais bon, généralement dans un jeu familial, c'est pas forcément ce qu'on recherche en plus, mais c'est quand même pas attirant à l'œil, faut bien le dire. Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés, sachez, si vous n'êtes pas allergique à l'anglais, que vous avez une version, sur Tabletopia qui est d'ores et déjà, jouable à l'heure actuelle. Il y aura éventuellement quelques petits stretch goals peut-être? Ah non, il n'y aura pas de stretch goal en fait, ils précisent ici qu'il n'y aura pas de stretch goal, qu'en fait ils ont upgradé déjà tout ce qui pouvait l'être. Ouais. Donc en fait, vous aurez déjà, un insert en plastique, vous aurez déjà des cartes à la finition, lin, un peu sur l'ensemble de la carte, c'est des cartes plus résistantes. Et puis donc, cette petite extension avec les événements dont j'ai parlé un peu plus tôt. Donc voilà pour ce qui est de Backyard Chicken, ça casse pas 3 pattes à une poule pour le coup, mais bon, ça pourrait être intéressant. Sachez tout de même que, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas incluse dans le prix et que les frais de port vous coûteront 16 € supplémentaires, donc ça revient quand même à 51 € le jeu familial, sur la basse-cour. Bon, c'est un petit peu chéro. On continue. Et le prochain projet, il s'agit de Carnage, qui nous vient du Canada et de Québec. Donc, je devrais plutôt dire Carnage, en fait. C'est certainement un jeu francophone, a priori. Un jeu semi-coopératif dans un univers de horreur et survival. Mais de quoi s'agit-il? Et on va également vérifier s'il y a bien une version française, parce que ça nous vient de Québec. À vérifier. On va regarder tout de suite. Alors, on va s'aventurer un petit peu dans cet univers de Carnage. Alors, ça reprend un petit peu, les stéréotypes des teen movies, où on retrouve un groupe d'adolescents qui, va se retrouver confrontés à un serial killer. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Pardon? Quand nous avons affaire à un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Hein? Un serial killer. Un tueur en série. Ah, serial killer. Et ce sera un jeu pour 2 à 6 joueurs, 35 minutes par joueur, donc ça peut potentiellement être assez long, mine de rien, pour des parties, je l'ai déjà dit 35 minutes, pour 14 ans et plus. Alors Bambi Games, qui est donc, du Québec, visiblement, tout est écrit en anglais, mais il y a du français également, donc je pense que vous aurez le livret en français également. On va juste aller vérifier rapidement. Je pense que, venant d'un éditeur du Québec, ça fait sens d'avoir des règles en français. Et ma connexion internet fait les siennes. Voilà, Carnage, oui, livret de règlement. De règlement? Pas de règles? OK, bon, pourquoi pas, c'est le Québec après tout. Oui, voilà, donc tout est disponible en français. Alors pour l'instant, ça ne vend pas du rêve visuellement parlant, hein, c'est du document Word, hein. Mais bon, on imagine bien qu'à la fin de la campagne, tout sera amélioré, bien évidemment. Alors donc, petit jeu de 2 à 6 joueurs, 35 minutes par joueur. Alors en fait, ici, vous allez simplement, incarner, ici, plusieurs, stéréotypes de ces jeunes, survivants, ces jeunes adolescents avec The Jock, donc on pourrait dire que c'est le mec populaire, hein, du lycée, The Blonde, donc la bimbo un petit peu, The Junkie, donc le drogué, The Brain, donc le petit intello,
The Thief, la voleuse, un petit peu émo sur les bords, l'athlète, etc. Et puis, il y aura de l'autre côté les pourchasseurs, on va dire, hein, ceux qui chercheront à tuer les joueurs en question, à savoir le clown. Bon, là encore, on part sur l'homme à la tronçonneuse, la cannibale, etc. Donc, encore une fois, des stéréotypes de teen movies qu'on a l'habitude de voir. Chacun de ces personnages, que ce soit les agresseurs ou les agressés, donc les jeunes adolescents, auront, comme vous pouvez le voir ici, chacun aura, pardon, hein, c'est singulier, chacun de ces personnages aura un pouvoir spécifique qui lui est propre, donc une dimension asymétrique qui pourra rappeler des jeux comme Subterra par exemple. Voilà. Petit détour sur le gameplay également. Alors le gameplay, voilà, je vous laisserai un petit peu découvrir ça en détail puisque au-delà des petits, comment dirais-je, des petits encarts un peu plus illustrés en anglais, vous trouverez en dessous l'ensemble des explications en français. Donc il s'agira bien évidemment de vous évader de vos poursuivants qui chercheront bien évidemment à vous tuer. Vous aurez évidemment l'option de collaborer entre vous pour vous en sortir. Donc assez commun de ce point de vue-là, rien de très particulier. Petit tour du côté des pledge levels. Alors vous aurez le pledge levels de base à 5 $ qui vous permettra d'avoir accès au pledge manager. Donc en fait, si vous ne voulez pas dépenser trop tout de suite, vous mettez juste 5 $ et vous pourrez ajouter par la suite dans le pledge manager pour acheter le jeu véritablement. Vous pourrez mettre directement 80 $ sur le jeu de base pour avoir donc le jeu de base et les stretch goals qui vont avec. Et là, bah, c'est vrai qu'on peut se poser la question du prix. Alors c'est vrai que c'est 80 $ canadiens. C'est bon à préciser puisque le dollar canadien n'est pas du tout au même niveau que le dollar américain. Enfin, pas du tout, pas tout à fait. Il est à 7000 yens si on calcule, ce qui veut dire environ 52-53 €. Donc, le dollar canadien est un peu plus faible que le dollar américain. Donc, ça fait quand même un peu plus de 50 € pardon, pour un jeu au matériel très simple, très sobre. Donc, ça reste un petit peu cher, d'autant plus que c'est un nouvel éditeur qui vient d'arriver sur Kickstarter, donc c'est le premier projet. Mais d'un autre côté, bon, c'est des Québécois, on a envie de les soutenir un petit peu parce que c'est francophone. Et puis, ça peut être assez intéressant, hein. J'avais beaucoup aimé Subterra qui fait partie des jeux de ma collection. Je ne sais pas si on le voit ici. Si, voilà, on peut voir Subterra ici, qu'on ressort assez souvent, ou même que je sors moi-même en solo de temps à autre. Donc, pourquoi pas, ma foi, ça peut être un jeu assez sympatoche, même si c'est vrai que le matériel, le peu qu'on peut en voir, pour l'instant en tout cas, ne vend pas spécialement du rêve. On a également un pledge à 150 $ canadiens, ce qui nous fait 13 000 yens, donc environ 100 €, un petit peu plus de 100 €, pour pouvoir avoir quoi de plus? Vous recevrez non seulement le jeu de base, mais aussi l'expérience de créer une carte ou une tuile de pièces de votre cru avec le concepteur du jeu. D'accord, donc c'est l'occasion de participer un petit peu à la création du jeu. Mais en fait, j'aime beaucoup ce type de niveau de pledge qui vous permet de mettre un petit peu la main à la pâte, de participer à la création du jeu. Mais en fait, on vous demande en gros de participer, donc de fournir un petit peu de temps de travail, même si c'est une passion pour le coup, en payant plus. Donc du coup, moi je trouve ça toujours un petit peu délicat comme niveau de pledge. En plus, ici, c'est quand même 70 $ canadiens de plus pour bosser sur le jeu. Donc bon, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, vous aurez aussi la signature des créateurs. Bon. C'est vraiment plus pour soutenir que véritablement pour participer, hein. Donc si vous en avez les moyens, si ça vous tente, pourquoi pas. Et pour les frais de port, c'est 45 $ supplémentaires si vous êtes situé dans le reste du monde, 25 $ canadiens en Europe, soit entre 12 et 13 €, j'imagine. Bon, à vous de voir, mais pour soutenir un projet québécois, pourquoi pas, mais bon, au-delà de ça, pour l'instant, moi, j'en serais très certainement pas. On passe au prochain projet. Prochain projet, Starship Shuffle, a SpaceX-inspired game. Donc un jeu inspiré par SpaceX et son truculent patron Elon Musk. Un jeu de 1 à 5 joueurs où on va construire en coopération, construire, améliorer et finalement lancer notre navette SpaceX. Vous ne pouvez pas voir vos propres cartes, un peu à la manière d'un Hanabi, et le temps est limité et joue contre vous. Alors, Starship Shuffle, il s'agit d'un jeu donc, de coop pour combien de personnes, combien de temps? Je vois pas les informations. Alors déjà, c'est pas bien ça, les gars.
Les gars, faut faire ça bien, les gars. Écrivez au moins combien de temps ça prend, pour combien de joueurs, à partir de quel âge. Ah bon, on peut trouver les informations tout petit ici. Bon, autant pour moi. Mais bon, ça aurait mérité d'être un peu mieux présenté. 1 à 5 joueurs, donc on peut y jouer en solo. 30 minutes pour chaque partie et des joueurs de 14 ans et plus. Alors, voyons voir un peu de quoi il s'agit. Eh bien, il s'agit essentiellement, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, pardon, il faut que j'articule vraiment, d'un jeu de coop et de construction de navettes spatiales en coopération, sauf que vous ne pouvez pas voir votre main de cartes. Vous aurez l'accès à 40 cartes de roquettes pour la construire, 29 cartes de développement, donc de projets permettant d'améliorer votre navette, et puis 15 cartes de lancement, avec pour chacune d'entre elles un effet en particulier visiblement, quelques cartes de statut, des blueprints, donc des, comment dirais-je, des blueprints, des plans de construction en fait tout simplement, etc. Donc pour des parties relativement courtes. Bon, si vous êtes fan de Hanabi et de ce genre de jeu coopératif à information limitée, voire cachée, ça pourrait être assez sympa, surtout si vous êtes vous-même assez amateur de tout ce qui est projet de l'espace, Elon Musk et compagnie. À voir. Le jeu lui-même vous coûtera 38 $ canadiens, on est encore sur un projet canadien, soit environ 25 €, donc c'est pas très très cher. Et les frais de port, par contre, pour l'Europe, on a l'Allemagne ici, la Norvège, la Suisse. Ok, mais où est le reste de l'Europe du coup? C'est dans Other? Si c'est dans Other, c'est pas le bon plan, parce que c'est quand même 28 $ américains en plus ce coup-ci. Pour le... Donc, qui sera peut-être même plus cher que le jeu lui-même. À voir. Là, il manque la case Europe. Alors, est-ce que par définition, ça tombe dans le Other? Peut-être bien, mais a priori, si c'est le cas, c'est 28 $, ce qui me semble très très cher, d'autant plus qu'en Allemagne, ce serait 13 $, donc c'est difficilement justifiable. À voir, peut-être qu'on aura plus de détails par la suite, mais en tout cas, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Starship Shuffle. Et sur ces bons entrefaits, eh bien, on va passer au projet de la semaine que je présente un peu plus en détail. Cette semaine, il y en aura 4 seulement. Et bien sûr, vous l'attendiez tous, il s'agit de Black Rose Wars Rebirth, avec donc Ludus Magnus Studio qui nous revient avec sa poule aux œufs d'or, son plus gros succès à ce jour, hein, Black Rose Wars, où donc ici, ce n'est pas une suite, hein, ni une extension, enfin, si c'est une suite en fait, mais ce n'est pas une extension, excusez-moi, c'est une suite à Black Rose Wars, dans lequel on avait détruit la loge, hein, les salles avaient été détruites par les confrontations, les affrontements entre les différents mages. Ici, il va s'agir de les reconstruire, mais bon, en termes de gameplay, on va quand même se friter la tronche à grands coups de sorts à travers les salles. Soyons tout à fait honnêtes. Il y aura quelques petites différences de gameplay, mais en gros, ça reste quand même très similaire. On est déjà à 7830 contributeurs, ce qui est déjà énorme en quelques jours à peine. Il reste 2 semaines à la campagne, donc cette fois-ci, on devrait, je pense, dépasser les 10 000 contributeurs, même si on peut expliquer en partie cet énorme score de premier jour par la présence d'un early bird. Et les early bird, donc les pledges limités aux 48 premières heures, par exemple, pour avoir un bonus spécifique, généralement, ça mène à avoir un coup de mou dans les jours qui suivent, dans les jours ou les semaines qui suivent. Donc, peut-être que les 10 000 ne seront pas si simples à obtenir, mais j'y crois quand même assez, d'autant plus que le jeu est disponible en anglais, en italien, en allemand, en espagnol, en polonais potentiellement, et bien sûr en français également. Alors, Black Rose Wars Rebirth, de quoi s'agit-il, etc. Pour ceux éventuellement qui n'auraient pas entendu parler du premier d'ailleurs, il s'agit d'un jeu de 1 à 4 joueurs avec un vrai solo, pour 14 ans et plus, parce que c'est un jeu assez lourd et complexe, et en plus de ça, c'est bardé de miniatures, pour des parties de 90 minutes et plus, peut-être même un peu plus généralement, d'après les retours que j'ai pu en lire. Je n'ai pas encore pu jouer à Black Rose Wars, premier du nom, mais ça ne devrait pas trop tarder, puisque Xavier a mis la main dessus. Donc, dans les mois à venir, ça devrait être fait. Alors, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la loge a été détruite, il va falloir la reconstruire, donc reconstruire les salles, et toujours, évidemment, partir à la conquête de la suprématie sur vos adversaires mages et devenir le grand maître parmi les autres.
En termes de gameplay, on part là encore, comme sur le premier, sur un jeu essentiellement de gestion de main avec des pouvoirs uniques pour chacun des mages que vous pouvez voir ici. Il y aura également une grosse facette de deck building, bien évidemment, comme vous pouvez le voir ici, avec des combos à l'appel, un jeu hautement tactique également, avec un contrôle de territoire en quelque sorte également, selon les salles où vous vous trouvez et où se trouvent les autres également, comment vous allez affronter les personnages selon là où ils sont placés, etc. Et puis, du coup, du fait de ces différents aspects, également toute une programmation d'action au long cours, tour après tour, pour chacun de vos personnages. On part d'entrée de jeu sur un pledge assez costaud à 129 € pour avoir le jeu de base, plus tous les stretch goals. Alors bien évidemment, si vous avez pledgé au premier jour, vous vous dites peut-être que c'est très très cher, et c'est justifié, 129 € c'est très cher, mais les stretch goals vont venir enrichir le jeu assez conséquemment, comme dans les campagnes précédentes de Ludus Magnus. Alors actuellement, on a les 4 mages qui sont ici, Ariana, le baron Doria, Ricard et Graminia, donc 4 mages auxquels viendront s'ajouter d'autres personnages. On a cette fois des evocations, donc ce qu'on pourrait appeler des invocations, j'imagine. On aura des Nigredo, des colosses, des cadavres, des sortes de ghouls, si je puis dire, des succubes, des totems, des ombras. Donc tout un bestiaire avec pour chacun des monstres, une figurine très très bien réalisée. C'est l'un des points forts de Ludus Magnus. Les figurines sont généralement très très bien réalisées. Vous aurez tout un tas de cubes bien évidemment, des tuiles double épaisseur pour les pièces qui sont encore plus jolies que lors de la première campagne, je trouve. Le matos c'est vraiment magnifique, mais ça on commence à avoir l'habitude. C'est l'un des gros points forts également de Ludus Magnus, hein. C'est généralement la direction artistique aux petits oignons. C'était déjà le cas de l'épisode précédent, c'est encore le cas bien évidemment. Vous aurez une masse de cartes pour une rejouabilité assez conséquente, hein, vous pouvez l'imaginer. 36 cauchemars, 36 cartes d'agonie, 36 cartes de technomancie, etc. Donc masse de cartes, 40 quêtes, 30 événements, 12 jinx, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, des upgrades, etc., etc. Donc beaucoup de rejouabilité, ne serait-ce que pour faire le tour des cartes, il faudra un nombre de parties vraiment conséquent. Donc voilà, un jeu vraiment magnifique, une DA à tomber, une VF qui plus est disponible, puis un jeu qui a une très très forte rejouabilité évidemment, qui a déjà fait ses preuves. Je crois qu'on est sur le premier épisode, un 8.1 de moyenne sur Board Game Geek, ce qui est une excellente note. Dès lors qu'on passe le 7.5, déjà c'est du très bon. Alors quand on passe la barre des 8 de moyenne sur BGG, c'est vraiment qu'on est sur du gros dossier. Par contre, on peut se poser une question assez légitime pour ceux d'entre vous qui auriez le premier jeu, le premier épisode. Bon, c'était une version streamlinée, comme on dit en anglais, donc peaufinée, simplifiée, mais pas dans le sens d'une complexité vue au rabais, mais simplement des règles peaufinées, comment dirais-je, mieux travaillées, plus simples à aborder, plus accessibles. Mais au final, c'est un jeu quand même très similaire au premier. Alors, il y a des nouveautés, on l'a vu un peu tout à l'heure dans la campagne, avec notamment ces Evocations notamment, et il y en aura certainement d'autres dans les stretch goals à venir, hein. On voit que déjà certaines sont arrivées dans les 2 premiers jours, avec ici Bella, avec une nouvelle miniature, des nouveaux sorts, une nouvelle carte de mage, ici un flash golem, un golem de chair, avec sa miniature, etc. Donc on aura de plus en plus de matériel, bien évidemment. On a également donc ici les miniatures de Odin, de Cassandre, du Sphinx, de l'école de l'oracle, de Fenrir, etc. Donc il y a des nouveautés comparées au premier épisode, bien évidemment, mais ça reste un jeu très similaire au premier, même s'ils peuvent visiblement se cumuler l'un l'autre pour encore plus de rejouabilité, si j'en crois les critiques que j'ai pu en voir. Mais ça reste quand même, je le répète, un jeu assez similaire au premier épisode, d'après ce que j'en ai compris, d'après les critiques que j'ai pu en voir. J'ai regardé notamment celle de Dice Tower, celle de Board Game Co également.
Donc, à vous de vous faire une idée. Vous avez une vidéo du Meeple Reporter également qui vous en parle et qui vous fait une explication des règles, comme assez souvent de son côté très bien expliqué. Même si la qualité du son peut parfois laisser à désirer, mais je n'ai pas de leçon à donner à ce niveau-là, donc je ne le ferai pas. Donc voilà, si vous êtes tenté, je le comprends largement, même si pour ceux d'entre vous qui avaient déjà le jeu, le premier épisode, est-ce que, au-delà de la simple envie, du FOMO, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient justifier vraiment l'obtention de ce nouvel épisode? Je ne sais pas, c'est quand même très, très, très similaire. Et puis, au-delà de ça, c'est quand même très, très cher. Autre petit point sur lequel il faudrait apporter un éclairage, c'est que Ludus Magnus a pris pour très mauvaise habitude de demander à ses contributeurs de donner un petit peu plus d'argent une fois la campagne finie parce qu'il se retrouve à avoir mal calculé les frais de port. Bon, on espère que la dernière fois que c'est arrivé leur a servi de leçon et qu'ils ne recommenceront pas, mais bon, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Soyez au courant, ça peut arriver, surtout dans la période qu'on traverse actuellement où les frais de transport, de fret, sont complètement chamboulés depuis l'arrivée du coronavirus. Donc, à voir. Black Rose Wars Rebirth, gros, gros, gros projet de la semaine. Pas spécialement mon coup de cœur parce que même si j'ai très envie d'essayer, j'ai pas encore joué au premier. Et au-delà de ça, l'univers du jeu, même si la DA est magnifique, ne m'attire pas outre mesure. Donc, pas spécialement de coup de cœur, mais j'ai quand même très hâte d'essayer le premier épisode pour me faire une idée. Mais d'ici là, la campagne sera de toute façon terminée, donc je ne me laisserai pas séduire par ce nouvel opus. Voilà pour Black Rose Wars Rebirth, environ 8000 contributeurs à 13 jours de la fin de la campagne. Alors ensuite, avez-vous des envies de sortie bucolique? Si c'est le cas, The Gardens est peut-être fait pour vous. Il s'agit d'un projet de Grail Games que vous connaissez peut-être déjà, hein, situé en Australie, mais avec visiblement un ou plusieurs membres fondateurs qui sont français, j'imagine, puisqu'on a toujours une version française généralement pour les jeux de Grail Games. Et ici, il s'agit de visiter le jardin royal botanique, le jardin botanique royal plutôt, de Sydney en Australie. Alors, il s'agit ici d'un jeu un peu zen, reposant, sur le papier en tout cas, comme pouvait l'être Parks un petit peu dans un registre tout à fait différent. Jeu pour joueurs de 10 ans et plus, donc assez familial, de 2 à 4 joueurs pour des parties relativement courtes, donc de 30 à 45 minutes, pour un jeu de base qui vous coûtera seulement 36$ australiens, soit 26$ américains, soit, encore une fois, environ 22-23 € selon le taux de change. Donc un jeu plutôt très abordable, et un all-in à 59$ australiens, donc environ 38, 39, 40 €, je ne sais pas, à l'heure actuelle, les taux de change. On ira voir un peu de quoi il s'agit pour le all-in. Alors, il s'agit essentiellement d'un jeu de draft avec du placement de tuiles et de set collection, donc du tableau building si l'on veut, où vous allez, avec ces différentes cartes de jardin, bien composer votre jardin. Chaque joueur aura un plateau qui sera vierge au début de la partie et sur lesquels vous allez ajouter des cartes au fur et à mesure de votre partie pour construire votre jardin botanique de Sydney. Alors voilà, on va retrouver le plateau vierge, le voici. On est sur du 9, oui, c'est 9 x 3, donc on est sur du 27 cases à compléter avec les différentes cartes de jardin. Il faudra faire en sorte, bien évidemment, de respecter certaines conditions, par exemple les chemins connectés ou des points d'eau adjacents à d'autres, etc. Donc selon des tuiles de scoring qui viendront ici se poser sur le plateau général, comment dirais-je, sur lequel on comptera le nombre de points de chaque joueur ici, et sur lequel on pourra voir aussi les différentes tuiles de scoring avec des conditions de score différentes à chaque partie, ce qui permettra une certaine rejouabilité, même si pour l'instant il donne 7 tuiles de scoring seulement. On pourrait espérer en avoir un petit peu plus, mais la position qu'elles occuperont sur le tableau pourra avoir un impact également. En termes de gameplay, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, hein. Chaque tour, vous allez donc choper de nouvelles cartes que vous allez apposer sur votre plateau, et ensuite il faudra déplacer le visiteur qui se trouve sur cette rangée
vers la carte que vous venez de poser et selon les conditions de victoire qui se trouvent donc sur le plateau commun, ici, vous allez scorer un certain nombre de points que vous allez, comment dirais-je, identifier automatiquement sur cette piste de score. Voilà, donc assez simple en termes de gameplay, assez accessible, hein, très honnêtement, mais avec une VF, une direction artistique assez charmante, assez jolie, même si c'est pas formidable non plus. Un petit jeu reposant un petit peu à la Parks, abordable. C'est un jeu qui pourrait être assez passe-partout dans une petite journée jeu, qui devrait trouver assez facilement sa place dans les ludothèques, même si au-delà de ça, il n'a pas un intérêt extraordinaire en termes de stratégie, même si on a pu voir que les emplacements des tuiles de scoring pouvaient avoir une importance. Les tuiles de scoring elles-mêmes seront un peu plus stratégiques que le jeu ne peut le laisser penser au premier abord, mais ça reste quand même assez léger et assez classique. Et puis au-delà de ça, apparemment, quand vous posez une nouvelle carte sur une rangée, si votre meeple est à l'extrême gauche, il va aller à l'extrême droite, puis si vous en posez une nouvelle ici, il va refaire le chemin inverse. Donc c'est thématiquement assez bizarre, même si ça s'explique mécaniquement. Mais bon, ouais, ça ne va pas non plus révolutionner le genre, mais ça reste un jeu assez charmant qui est disponible, je crois, sur Tabletopia. Oui, c'est le cas. Donc, si vous voulez faire un petit tour du côté de Tabletopia pour tester le jeu, avant éventuellement de prendre une décision, libre à vous de le faire. Voilà, un petit projet assez charmant, visuellement parlant en tout cas, avec une vidéo également de Nyx qui en a parlé, qui l'a présenté, assez bien, une vidéo assez concise, mais tout à fait bien expliquée. Avec donc, je le rappelle, le pledge de base à environ 23-24 €. Donc un jeu pas très très cher. Rapidement, on va peut-être faire un tour du côté des frais de port. Pour le pledge de base, c'est 6 dollars américains, donc environ 5 €. Donc c'est vraiment pas très cher, mais comme leur rapport à les France explique qu'ils ont certainement un entrepôt en France qui leur permet de livrer assez peu cher en Europe et particulièrement en France. Je n'avais pas encore regardé de quoi il s'agissait pour le all-in. Ah oui, si, c'est vrai. Pour le all-in, vous aurez la copie de base du jeu avec ses éventuels stretch goals et puis également une version de A Walk in the Park, donc un autre jeu qui est sorti précédemment dans la même gamme, entre guillemets, qui est, si je me souviens bien, un roll and write, mais à vérifier. Donc voilà, petit jeu assez abordable, assez sympathique, même si ce n'est pas extraordinaire non plus. The Gardens, 452 contributeurs à 18 jours de la fin de la campagne. On passe donc au projet suivant, il n'en reste que 2, et celui-ci est un peu particulier puisque pour la première fois depuis le début du menu crowdfunding, je vais présenter un projet qui n'est pas un jeu de société, même si vous pouvez en voir plusieurs ici. Celui-ci n'en est pas un, il s'agit de Laxrax, qui est en fait une upgrade à votre Kallax, notre bien-aimé Kallax, le meuble du ludiste par excellence, même s'il en existe bien d'autres, certains étant beaucoup plus jolis d'ailleurs, mais bon, la Kallax, c'est la Kallax. Alors d'ailleurs, moi-même, je n'en ai pas, hein. J'ai un peu un équivalent japonais, mais qui n'est pas adapté spécifiquement aux jeux de société. D'ailleurs, j'aimerais bien me prendre une petite Kallax, voire deux, à l'avenir. On verra si je le ferai. C'est vrai que l'Axrax me tente encore plus à en prendre. L'Axrax, en fait, vous permet ici d'ajuster des étagères à l'intérieur de vos étagères, en fait. Comme vous pouvez le voir légèrement ici, il vous permet d'accoler sur les deux façades de votre boîte de Kallax un morceau de plastique avec des petits bâtonnets qui rejoint les deux extrémités pour permettre de faire des petites étagères au sein de vos boîtes de Kallax pour vous permettre de les loger à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. Moi-même, je suis, vous le voyez, verticaliste par défaut, mais horizontaliste de cœur. À chaque fois que je remets mes boîtes à la verticale, j'entends ces petits bruits d'objets qui tombent et ça me fend le cœur à chaque fois. Tu me fends le cœur. Donc, j'aimerais bien à terme devenir un horizontaliste avec ce type de solution, par exemple le Laxrax qui vous permet, comme vous allez le voir, voilà, de placer vos jeux sur ces micro-étagères, ce qui permet de soulager le poids sur la dernière boîte qui est située le plus en bas et qui vous permet de le retirer sans aucun effort, sans avoir à retirer l'ensemble de la pile, etc. Donc, c'est du deluxe, ça ne sert pas à grand-chose, ce n'est pas nécessaire à proprement parler, mais pour l'état de vos boîtes sur le long terme, c'est mieux, c'est plus pratique, c'est simplement plus ergonomique en fait.
Et il y en a différentes sortes. Alors, il vous explique en gros pourquoi c'est mieux de prendre comme ça, pourquoi c'est pas génial de ranger de manière verticale, etc. Bon, ça, je vais pas relancer le débat entre les deux, vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs, moi-même, je vous l'ai dit, hein, je suis verticaliste, même si horizontaliste de cœur, hein, mais on s'en fout. En gros, on vous propose plusieurs choix selon la taille et le poids des boîtes. Je vais vous montrer un petit peu ça dans quelques instants. Il s'agit simplement de coller donc ce petit objet plastifié sur comment dirais-je, la bordure, enfin sur la façade interne de votre boîte de Kallax. C'est avec une sorte d'autocollant à l'intérieur, mais vous pouvez le retirer très facilement sans laisser de traces. Il suffira ensuite de remettre un nouvel autocollant à l'arrière pour ensuite le réutiliser. Ensuite, vous avez des petits bâtonnets en fait, qui vous permettent de joindre les deux bouts pour pouvoir ensuite poser votre jeu sur le dessus. Alors, vous avez donc la régular en fait, hein, qui vous permet de loger des jeux relativement légers avec seulement 4 bâtons. Ensuite, 6 pour les jeux un petit peu plus lourds, tels que Root ou Brass ou Pandemic Legacy. Puis ensuite, vous passez à 8 pour des jeux plus costauds comme Terraforming Mars avec le All-In, This War of Mine, etc. Et puis vous comprenez un peu la musique. Hein. Plus vous augmentez le nombre de petits bâtonnets et ensuite leur espacement de plus en plus restreint pour les jeux de plus en plus lourds et costauds. Et évidemment, ça va augmenter petit à petit le prix de vos Laxrax, bien évidemment. Il y a également quelques petites, quelques add-ons supplémentaires, comme ici ces petites vitrines en plexiglas, en acrylique, pardon, pour simplement, comment dirais-je, exposer vos différentes miniatures. Donc c'est éventuellement une utilisation supplémentaire. Et puis des petits stickers que vous pouvez aller poser sur vos boîtes et décoller aussi très très facilement. Je vais vous montrer un petit peu ça. Voilà, ici, coller ces petits autocollants tout à fait décollables sur vos boîtes pour indiquer le nombre de joueurs. Mais bon, là, c'est vraiment assez peu utile. Généralement, de toute façon, c'est écrit sur un côté ou sur un autre le nombre de joueurs, et puis vous connaissez vos jeux, au bout d'un moment, ce n'est pas spécialement utile. Mais bon, c'est un truc en plus, et c'est effaçable et décollable, évidemment. Donc voilà, vous avez également les prix, donc pour avoir donc 48 bâtons, 48 autocollants, plus 48 petits supports pour 29 $. Donc à vous de calculer ensuite combien vous en voulez, combien de jeux de tel ou tel poids pour vous faire un petit peu votre salade, pour choisir un petit peu votre niveau de pledge ou les cumuler entre eux d'ailleurs. Mais ça peut rapidement être assez cher, attention. Hein. Vous pouvez par exemple prendre, si vous avez, je ne sais pas, une centaine de jeux, je ne sais pas, vous pouvez aller par exemple taper dans le Rax Lord, par exemple, qui vous coûtera 55 $, etc. Donc à vous de voir le pledge qui vous intéresse le plus, mais si vous êtes amateur de Kallax et que la vôtre nécessite de ranger de manière plutôt verticale et que vous voulez passer à l'horizontale, c'est forcément un choix super intéressant, même si on pourrait très certainement faire ça par soi-même si on est un peu bricoleur, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc à vous de voir si ça pourrait vous intéresser. Pour le shipping, selon le poids de votre pledge, en fait, hein, tout simplement, bien évidemment, la quantité va augmenter et donc le prix de frais de port également. Donc, à vous de voir. Pour ce qui est de la France, on est dans la zone 1, la Belgique également, le Canada dans la zone 2, donc on verra plus tard. Donc, la zone 1, vous pourrez être de 12 à 38 $. Donc, ça peut changer du tout au tout. Moi, étant au Japon, je suis dans la zone 3, donc de base, c'est plus cher. Donc, bon, à voir. De toute façon, je n'ai pas encore de Kallax, donc a priori, je vais faire l'impasse, mais c'est quelque chose qui me tente beaucoup. Si j'avais une Kallax, j'en serais certainement. Voilà pour Laxrax de chez Dan Black of Cloud Puncher Games. Donc Cloud Puncher Games qui apparemment a aussi le projet de faire des jeux d'ailleurs. Est-ce qu'ils en ont déjà fait? Juste par curiosité. Non, pas encore. Pour l'instant, ils ont fait Box Throne, qui était une autre technique de rangement qui me plaît peut-être encore plus d'ailleurs que le Laxrax. Ils avaient fait... Ah si, ils avaient fait un jeu avec Token Sesame, qui je ne connais pas du tout, je ne vais pas aller m'aventurer là-dedans, mais qui avait quand même fait 4428 contributeurs, ce qui est déjà un très très joli score. Bravo, je vais m'abonner d'ailleurs avant d'oublier. Voilà.
Et donc, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour l'Axtrax qui a déjà attiré 1170 contributeurs à 27 jours de la fin de la campagne. Et on passe tout de suite au dernier projet de la semaine. Il s'agit de Earth Rising, 20 Years to Transform Our World. Alors, c'est un jeu de coopération où l'objectif est, comme vous l'avez pu le voir, changer et sauver le monde d'un avenir funeste du fait du dérèglement climatique. Donc c'est un jeu qui se veut écolo pour 1 à 6 joueurs pour des parties de 90 à 120 minutes, donc un jeu relativement lourd, pour 11 ans et plus, ce qui est un âge assez peu commun. On voit souvent 10 ou 12 et plus, mais 11, pourquoi pas. Avec les règles en français. Le jeu lui-même, le matériel lui-même, apparemment, n'est pas traduit en français pour le moment tout du moins, mais les règles le sont, donc c'est déjà un premier pas. On est pour l'instant à 275 contributeurs à 29 jours, donc un mois en gros, de la fin de la campagne. En tout cas, la boîte, elle, est très jolie. Le matériel a l'air d'être un petit peu moins joli, mais on va se plonger un petit peu dedans pour voir de quoi il retourne. Alors, on part donc sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, un jeu de coopération dans lequel vous allez devoir sauver la planète. Et la mission qui vous incombe sera difficile. Serez-vous à la hauteur de la tâche? Donc vous aurez donc 20 ans, à partir de 2022, j'imagine, peut-être, jusqu'à 2042 a priori, pour éventuellement sauver la planète du désastre. Dans ce jeu, vous pourrez incarner tout un panel que vous voyez ici de personnages, qui va du climatologiste à l'écologiste, à l'activiste, au politicien écolo, à l'innovateur ou encore à l'investisseur éco-friendly. Il s'agit ici, c'est très bien présenté, d'un jeu de coop avec de l'engine building, donc de la construction de moteurs de ressources, des capacités asymétriques pour chacun des personnages, bien évidemment, ça fait sens, de la gestion de main, des événements qui viennent perturber le cours de la partie, et du type matching. Alors j'imagine qu'il va falloir simplement combiner deux cartes du même type pour pouvoir bénéficier de leur effet, mais pour l'instant, il faudrait se plonger un peu plus dans le jeu pour confirmer ce petit a priori. Alors, comment joue-t-on? Eh bien, vous avez ici tout un ensemble de gifs qui vient vous présenter un petit peu les détails du gameplay. Au début de chaque tour, vous allez tirer une carte d'influence qui possède deux faces, une face de développement durable et une face non durable, et qui vous permettront d'avoir une influence, bien entendu, sur l'ensemble du plateau ou sur une partie de ces ces six couleurs de plateau. Alors, donc, un effet négatif, un effet positif, évidemment, qui vous permettent donc de transformer le plateau et l'univers, en fait, le monde dans lequel on évolue. Vous pourrez, comment dirais-je, accomplir certaines actions qui vous permettront d'aller dans le bon sens, de sauver le monde et sa population, par exemple ici en écartant des gens de la pauvreté et qui permettront de placer des meeples qui permettront ensuite d'élargir la zone d'action. Ou au contraire des actions néfastes, quand vous ne pourrez pas y échapper parfois, qui vont aller ajouter de la pression en fait, sur notre douce planète Terre et la mettre en tension, provoquant parfois des désastres. On avait un exemple de désastre, voilà, ici par exemple, avec une éruption volcanique par exemple. Donc, différents types de désastres écologiques. Et puis, si vous bossez bien, vous aurez l'occasion d'élargir les différentes zones du plateau pour pouvoir aider plus de gens. La question étant, pourrez-vous accomplir votre tâche en l'espace de 20 ans ou non? Le temps est limité. Vous aurez également une version Quick Play, donc pour des parties plus courtes de 45 à 60 minutes. En fait, plus ou moins la moitié des objectifs, en fait, simplement. Vous aurez également un mode solo, je l'ai déjà dit tout à l'heure, avec un playthrough, donc une partie déjà filmée que vous pouvez aller voir sur YouTube. Ensuite, qu'y a-t-il dans la boîte? On a le plateau central, bien évidemment. Ensuite, on a les segments supplémentaires qui viennent aller s'ajouter aux différents plateaux. On a les compteurs de practice, qui est l'une des actions du jeu. 42 cartes d'influence avec leur effet positif et leur effet négatif. Ici, par exemple, l'énergie solaire, la génération d'électricité solaire, et de l'autre côté, l'industrie de charbon, qui, elle, est beaucoup plus polluante. Ensuite, vous aurez donc les cartes de personnages, des cartes de statu quo,
J'ai pas trop fouillé, je ne sais pas trop encore de quoi il s'agit. Des petits tokens de catastrophes climatiques, d'effondrement climatique, et puis des cartes de calendrier pour remarquer la progression du temps. Et puis 42 meeples pour aller donc améliorer la situation. Pour ce qui est des pledges, alors bon, on a le retail, mais bon, c'est pas très intéressant pour la majorité d'entre vous. Pour ce qui est du jeu lui-même, alors ici on a un Big Heart Donator qui permet d'offrir une copie. Alors il s'agit d'offrir une copie à des librairies ou des écoles du Royaume-Uni. Donc bon, a priori ça ne nous concerne pas trop. Le pledge de base pour avoir le jeu est à 40 livres. La livre actuellement est à combien? Ça, je ne sais pas trop. On va regarder en yens. Alors, 40 livres, ça fait 6000 yens, donc ça vous fait environ 50, un peu moins, 48 € peut-être, pour le jeu de base, plus son petit livret informatif. Ensuite, 45 $ pour le pack éducatif, qui contiendra donc le jeu de base, plus un booklet informatif également disponible en version digitale, et puis des leçons de cours en fait, des cours à enseigner éventuellement à vos étudiants de collège, lycée, j'imagine, peut-être pas à l'école primaire. Donc voilà, ça peut être une idée sympa, si vous êtes un peu écolo dans l'âme, pourquoi pas. Il y a des add-ons, mais rien de très nouveau là-dessus. Les stretch goals, alors d'abord, j'ai pas regardé si le jeu était déjà financé ou non, c'est pas encore le cas. Ça devrait se faire assez facilement, le jeu sera financé, et donc on aura accès à quelques-uns des stretch goals à venir. On aura un plateau double épaisseur, d'accord, pour quel objectif? Peut-être pour que les plateaux supplémentaires s'intègrent mieux, je ne sais pas trop. Ensuite, des tokens en bois plutôt qu'en carton. OK, pareil pour les meeples, etc. Pour l'instant, rien de très nouveau sous le soleil. Le produit lui-même est également 100%, comment dirais-je, inscrit dans une logique, comment dire, de durabilité, quoi. C'est éco-friendly, en fait. J'en perds mes mots encore une fois, hein, mon syndrome Jean-Claude Van Damme qui m'attaque souvent en soirée après la journée de travail. Donc, excusez-moi, mais bon, bref, c'est un projet éco-friendly qui ne laisse pas de CO2 supplémentaire en termes de création du produit, parce qu'en contrepartie, ils vont certainement aller planter des arbres ou je ne sais trop quoi. Oui, voilà, c'est encore Three Sisters qu'on voit parfois dans certains projets qui se veulent écolo. Donc encore, c'est le cas dans ce projet également. Voilà pour ce qui est des gifs qui ne chargent pas. Donc voilà pour ce qui est en gros du jeu Earthrising. On va juste aller faire un petit tour du côté des frais de port. Les voici. Alors, pour pas les États-Unis, le Royaume-Uni, c'est évidemment moins cher, mais pour l'Europe, on a deux zones apparemment, A1 et A2. La France et la Belgique sont dans la zone 1, donc en gros, pour le jeu lui-même, il vous en coûtera 14 livres supplémentaires, donc environ 18 € de plus pour mettre la main sur le jeu de base. Voilà, donc c'est pas spécialement très cher. Juste par curiosité, chez nous au Japon, ce serait 23 livres de plus pour les frais de port, c'est assez chéro. Donc moi, je suis pas très sensible au thème pour être tout à fait franc, pardon. Mais ça peut être relativement intéressant, d'autant plus que c'est un coop avec une durée limitée pour atteindre un objectif, un solo. Ça, c'est intéressant quand même sur le principe. J'ai pas grand-chose de plus à en dire. Faites-vous une idée par vous-même en regardant un petit peu quelques vidéos, même si apparemment, même si on aura une version des règles en français, on n'a pas de vidéo pour l'instant de gameplay, etc. En français disponible. Est-ce que ce sera le cas d'ici la fin de la campagne? On peut l'espérer, mais pour l'instant, ce n'est pas garanti. C'est à peu près tout pour ce 16e épisode, si je ne m'abuse, du menu crowdfunding en ce 28 août, le dernier du mois d'août, le dernier de l'été en fait. Et donc, je vous remercie de nous avoir suivis encore une fois. La semaine prochaine, on essaiera, même si les vacances sont terminées depuis cette semaine, de pondre peut-être 2 vidéos et potentiellement 3 parce que j'aimerais également vous présenter les projets les plus excitants de la fin d'année sur Kickstarter, GameFound et compagnie, parce qu'en fait, je me suis dit que j'allais pour moi-même faire un petit point sur les projets à venir avant la fin d'année, et puis quitte à faire un document Excel avec toutes les informations nécessaires, autant partager un petit peu ces infos avec vous. Donc, on fera un petit point sur les projets les plus intéressants à venir dans les prochains mois jusqu'à la fin décembre.
sans parler des projets de début d'année, parce que ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo, peut-être de fin d'année également. On verra. En tout cas, merci encore de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous lâcher le petit pouce bleu, etc. Le petit abonnement qui va bien. Ça nous fait toujours très très plaisir de voir que actuellement le rythme d'abonnement augmente. On voit de plus en plus de commentaires également, ce qui est très très plaisant. Donc merci encore à vous. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine.